Voici un sujet qui divise les photographes en plusieurs équipes, les filtres. J'avoue que le sujet n'est pas facile à cerner, car la photographie a pris un virage important à la fin des années 90 en offrant au grand public des appareils photo numériques. On va démystifier ces filtres et en sortir avec la liste qu'on devrait ou non avoir quand on fait de la photo de voyage. On commence par lister les possibilités qui s'offrent à nous. On trouve sur le marché actuel des filtres ultraviolets UV ou encore appelés neutres, des filtres polarisants, des filtres à densité neutre graduée et des filtres à densité neutre plein. On commence par le filtre UV. Comme chaque habitant de la planète Terre le sait, le Soleil éclaire la planète avec des rayons qui voyagent dans l'espace. Mais ces rayons ne sont pas tous identiques. Parmi eux, on trouve des rayons ultraviolets qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Grâce aux molécules de quelques gaz, une partie de ces rayons ultraviolets sont absorbés en traversant l'atmosphère. Il reste que ces rayons arrivent sur Terre et interagissent avec chaque prise photographique. Mais les effets sur une pellicule argentique sont différents des effets sur un capteur numérique. En effet, le capteur numérique est insensible à ces rayons UV. Par contre, avec les films argentiques, il y a un voile qui peut se former en plus de réduire le contraste. On peut aussi souligner dans des situations précises une couleur dominante verte. Par contre, en ajoutant un filtre UV, on diminue de beaucoup le voile et on améliore le contraste. Évidemment, on parle de filtres multicouches de haute qualité. D'un autre côté, si on ajoute le même filtre à un appareil photo doté d'un capteur numérique, on aura l'effet inverse. On va altérer la netteté, surtout si le filtre n'est pas parfaitement propre, et on introduit du reflet si on prend des photos en direction de la source lumineuse. L'autre argument qui revient très souvent par les vendeurs est la protection de vos objectifs. Ils vous diront que ce filtre est une assurance sûre et que lors d'un choc, c'est le filtre qui va absorber. Tous ces arguments ne devraient pas vous inciter à acquérir ces filtres. Je vais vous lister 4 points pour vous aider. Le choc qui va endommager le filtre est très faible. Cette même puissance ne devrait faire aucun dégât à la lentille frontale de votre objectif. Un prix élevé pour équiper tous vos objectifs d'un filtre UV. Même avec des égratignures sur votre lentille, il n'y aura pratiquement aucune différence sur les images. Le coût de réparation de la lentille principale est d'environ 250 $. En conclusion, évitez de gaspiller votre argent sur les filtres UV. Le deuxième filtre dans notre liste est le filtre polarisant. Ce dernier va apporter deux avantages. Des couleurs plus saturées et il va réduire les reflets. Mais pour obtenir ces avantages, il faudra satisfaire des prérequis. Le plus important est la position du soleil par rapport au champ de vision. Ils doivent être perpendiculaires. Voici un dessin qui va expliquer la situation. Si le soleil est au-dessus du photographe, les rayons devraient être du haut vers le bas. Dans ce cas, le photographe pourra utiliser l'effet du filtre polarisant en photographiant dans tous les sens. Mais pour des photos de qualité, on va éviter ces situations avec le soleil au point de culmination. Voici un exemple qui reflète les meilleurs moments de la prise photographique avec le soleil positionné entre 0 et 6 degrés. Dans ce cas, pour utiliser l'effet du filtre polarisant, on devra éviter de prendre des photos en direction du soleil et surtout éviter de donner notre dos au soleil, ce qui constitue une grande contrainte car c'est les deux plus importants champs de vision à ce moment de la journée. Voici la liste des points positifs et négatifs de l'utilisation du filtre polarisant. On a déjà parlé des deux points positifs qui sont la saturation des couleurs et la réduction des reflets.
La liste est plus longue pour la deuxième colonne. Comme le but recherché d'un polarisant est de filtrer les rayons du soleil et de laisser passer uniquement les plus diffuses et colorées, cela se traduit par moins de lumière et donc un temps d'exposition plus long. Ce filtre va couper 2 à 4 stops de lumière. On devra débourser entre 100 et 200 $ pour un bon polarisant. La direction du soleil devra être perpendiculaire au champ de vision pour un effet maximal. Le filtre polarisant va contrôler les rayons qui passent à travers en changeant d'angle. Il y aura une gestion supplémentaire pour le photographe en pivotant le filtre avant chaque prise. Souvent, les photographes vont prendre plusieurs photos avec des pivotages différents et garder la meilleure en post-production. Mais cela se traduit par plus de gestion et plus de temps pour chaque prise, ce qui ne convient pas au type de photo qu'on veut réaliser. Pour les réflexes, le viseur sera plus sombre, ce qui nuit à la composition. On devrait s'assurer que le filtre est toujours propre afin de ne pas nuire à la netteté. Les panoramas ne sont pas une bonne option si on utilise un polarisant. Et surtout, on ne devrait pas utiliser ce filtre avec des grands angulaires, car le champ de vision est supérieur à 90 degrés, ce qui va donner un ciel non homogène en saturation. Évidemment, cela ne s'applique pas lorsqu'on utilise le filtre pour éliminer la réflexion, comme sur les feuilles dans une forêt ou encore sur les rochers d'une rivière ruisselante. Pour toutes ces raisons, je vous déconseille de les utiliser pour ce type de photo. Le temps est précieux et les places dans le sac coûtent très cher. Dans la prochaine vidéo, on va aborder le dernier filtre qui est le filtre à densité neutre.